La façon dont l'ayahuasca prend possession du corps, c'est genre des fourmillements dans les doigts. Et ensuite, dans les doigts, ça passe dans les bras. Dans les bras, ça passe... Et vraiment, ça prend possession de ton corps avec plein de fourmillements de partout. Et donc là, j'ai vraiment senti que l'ayahuasca est en train de s'installer dans mon corps. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes de femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Du développement personnel aux solutions audacieuses pour donner du sens à nos vies, embarquez pour des récits captivants qui donneront des ailes à vos rêves. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin de sortir de votre zone de confort pour trouver la paix intérieure ? Est-ce que vous savez ce que signifie vraiment lâcher prise pour vivre une expérience spirituelle ? Imaginez-vous partir à la découverte de votre vous intérieur au cœur de l'Amazonie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraies Vies pour la partie numéro 2 de mon échange avec Abigaël, aka voyageuse au naturel. Dans la première partie, donc l'épisode précédent, nous avons parlé de santé mentale, du trouble borderline, mais aussi bien sûr de voyage, déguisé en pastèque, de faire du stop jusqu'en Laponie. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller découvrir ce premier épisode avant l'écoute de cette partie. Mais pas de panique, rien d'obligatoire, je n'irai pas vérifier. Dans cette deuxième partie, on plonge au cœur de l'Amazonie pour suivre Abigaël dans son aventure au Pérou où elle est partie l'été dernier pour faire une retraite chamanique. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de chamanisme, déjà personne n'y croit, mais admettons, voilà ce que c'est. Le chamanisme, c'est un mode de vie où on se connecte à la nature et aux esprits, et contrairement à notre société occidentale, ça nous offre des clés de compréhension différentes en se focalisant sur la magie de la vie, la recherche du sens et la guérison du corps et de l'esprit à travers des rituels. Et en bonus, il y a la communication avec les animaux aussi. On est assez loin de notre société capitaliste, vous l'aurez compris. Et une des choses les plus connues en lien avec cette pratique, c'est la prise d'ayahuasca, une plante sacrée aux effets psychotropes. Dans cet épisode, Abigaël nous partage toute son expérience, de ses attentes avant de réaliser cette expérience, en passant par la réalité et les leçons qu'elle en a tirées. Si vous vous demandez ce que peut réellement apporter ce type d'expérience spirituelle intense, alors cet épisode est pour vous. Avant de vous laisser écouter ma conversation, j'ai juste une petite demande, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, parce que moi j'adore ça, j'adore lire l'effet que ces épisodes ont eu sur vous, savoir si c'est quelque chose que vous attendiez, si les épisodes de De Vraies Vies répondent toujours à vos attentes. Donc vous pouvez m'envoyer tout ça en MP directement sur Instagram, et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des idées pour des prochains épisodes que je réaliserai avec grand plaisir. Allez, je vous laisse écouter cette deuxième partie et je vous souhaite une très bonne écoute. On va maintenant parler de ton plus récent voyage qui est ce voyage au Pérou. Et donc on va voir un petit peu pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce voyage, et puis je vais te poser plein de petites questions sur comment ça s'est passé. Tu as décidé d'aller au Pérou cet été. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce voyage en particulier ? Pourquoi l'Amazonie ? Pourquoi ce voyage ? Pourquoi chamanisme ? Oh là là. Je sais pas si je te donne la vraie réponse, mais oui, je vais te donner la vraie réponse. En fait, ma dernière hospitalisation en psychiatrie, c'était en janvier-février 2023. Et en fait, vraiment, j'avais l'impression que plus les mois passaient, plus ça se dégradait et que j'étais dans une espèce de boucle infernale où plus les mois passent, plus ça empire, vraiment. C'était pas du tout le but en fait. Ouais. Et je pense que le coup de massue, vraiment, ça a été une rupture amoureuse. Ça faisait 3 ans que j'étais avec mon ex-copine. C'est la relation la plus saine et la plus stable que j'ai jamais eue dans ma vie. Elle a vécu vraiment toutes mes hospices, tous les trucs avec moi. Et on s'est séparés, et là vraiment ça a été un coup, mais genre là je me suis dit mais quand est-ce que ça s'arrête cette histoire ? Donc voilà, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi dans mon trouble borderline tel que je le vis, ce que je décris avec mon psychiatre, j'appelle ça la parfaite et la monstrueuse. C'est-à-dire il y a un peu genre 2 polarités, où soit je suis dans la parfaite avec ce modèle de perfection tout le temps, où je n'ai pas le droit à l'erreur nulle part. Et dès qu'il y a un tout petit truc qui vont me montrer que je ne suis pas la parfaite, paf, je rebascule dans la monstrueuse.
Et la monstrueuse, c'est une personne horrible, qui n'a pas le droit d'exister et d'être, qui fait que du mal autour d'elle, qui culpabilise tout le temps, etc., etc., etc. Pas de juste milieu, quoi. Ah, il n'y a aucun milieu. C'est soit l'un, soit l'autre, tu vois. Donc vraiment une image de ma personne qui est très, très clivée. Et en fait, l'air de rien, dans mon trouble borderline, moi, je suis très intense. Et c'est vrai que c'est des expériences très, très, très radicales et très intenses dans lesquelles, moi, finalement, je me retrouve plutôt bien. En fait, c'est toutes les situations de chaos. Moi, le chaos, c'est ce que je connais. Parce que c'est ma zone de confort, en fait. C'est ma zone du connu. L'hôpital psychiatrique, c'était très chaotique. Mais finalement, j'étais... Ah, je connais. C'est chez moi. C'est chez moi. Tu vois. Exactement, tu vois. Donc, il y avait un peu tout ce truc-là. Et l'ayahuasca, j'y avais pensé souvent, mais c'est vrai que l'air de rien, ça me faisait extrêmement peur avec mes troubles psy, avec les médocs en psychiatrie que j'ai pris, etc. Donc, il a fallu déjà faire tout un sevrage des médicaments, absolument, Je voulais vraiment le faire dans les meilleures conditions possibles et inimaginables qui soient. Mais ce voyage au Pérou, je pense que c'est la première fois que je voyageais, parce que j'ai beaucoup voyagé, mais c'est la première fois que je voyageais avec ce truc de... je joue ma dernière carte. C'est ma solution c'est le voyage un peu il faut casser cette boucle infernale dans laquelle je suis, et il faut un truc très radical qui me sorte de l'endroit dans lequel je suis. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Je pense que c'est la première fois que je voyageais avec de tels enjeux, parce que d'habitude, quand je prenais mon sac à dos, c'était pour déconner, pour réaliser des rêves, pour aller dans des trucs et tout. Mais j'ai jamais voyagé dans ce truc de ma vie et crise existentielle, chaos, je suis totalement au fond du trou, détruite, sans être dans un état dépressif pour autant, parce que je suis stabilisée, je suis rétablie, j'ai fait plein de trucs en psychiatrie, aujourd'hui je vais beaucoup mieux et tout. Mais c'est un autre type de crise existentielle, tu vois, c'est pas un état dépressif, c'est pas là, on n'est pas là-dedans, mais on est dans ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est, mais je sais qu'il faut que T'as creusé, quoi. qu'il faut qu'il y ait un truc qui se fasse vraiment. Tu en avais quelle image de l'ayahuasca avant de le tester? Avant de tester. Parce que tu te disais un peu, ça va être magique. Ouais, je pense. Je pense que tous les retours d'expérience que j'avais eus des gens qui avaient fait de l'ayahuasca, ils décrivaient des visions, des choses, que c'était life-changing experience, une expérience qui change ta vie pour toujours, que t'es plus la même personne après. Enfin, vraiment des trucs d'éveil spirituel absolument extraordinaires. Donc c'est vrai que j'en attendais quand même beaucoup de cette expérience. Est-ce que tu étais déjà dans la spiritualité avant de partir? J'ai mes propres croyances. Je crois en certains trucs, mais de là à dire que je suis une personne spirituelle ou quoi que ce soit, non. Franchement, non. Mais voilà, j'ai mes croyances, et ce truc de chamanisme, si je l'ai fait, c'est parce que j'y crois fort, quoi. Et je crois, je crois aux vies antérieures, je crois à la réincarnation, je crois à ces trucs-là. Donc voilà, j'étais un peu dans ce truc où la psychiatrie, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Les médocs, les psychologues psychiatres, les hospices, ça a solutionné et résolu énormément de choses dans ma vie, et ça m'a aidé énormément, vraiment, heureusement. Mais je sentais qu'au bout d'un moment, j'étais bloquée dans quelque chose, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et voilà, du coup, j'étais un peu tentée par ce truc d'ayahuasca, et je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'ai plus rien à perdre, crise existentielle de ma life, on va au Pérou, et puis on va aller regarder ce que ça donne. T'as été justement au Pérou pour cette raison-là uniquement, ou c'était aussi pour remettre un peu un pied dans le voyage et faire, revisiter un petit peu C'était surtout parce que l'Amérique latine, c'est un peu ma terre de reconstruction. Les 8 mois que j'avais passés en Amérique latine, enfin vraiment l'Amérique latine, je ne saurais pas comment l'expliquer encore une fois, mais c'est vraiment l'endroit dans lequel je me reconstruis, l'endroit dans lequel je me sens le mieux, le plus épanouie. Moi, je rêve de vivre en Amérique latine un jour dans ma vie. Il y a quelque chose, je pense il y a des lieux comme ça qui sonnent plus justes que d'autres. Je me suis jamais sentie appartenir réellement à la France. Je suis pas très patriote du tout. Par contre, l'Amérique latine, quand j'y suis, je sens que... C'est l'évidence, quoi. Ah ouais, genre tout là-bas me font dire que mais c'est ici que j'ai envie de vivre, etc.
Donc c'est pour ça l'Amérique latine, le Pérou, parce que gros coup de cœur pour le Pérou depuis toujours. Pérou, Colombie, c'est mes 2 pays, voilà. Mais c'est vrai que Pérou, j'avais cette idée de trucs chamaniques et tout. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une préparation avant qui était quand même assez hardcore, on va pas se mentir. Au Pérou directement ou avant de partir là-bas? Ah bah déjà avant de partir, parce qu'il a fallu faire tout le sevrage des médicaments. Il te conseille de faire 1 mois avant. Moi, j'avais prévu large, j'avais fait genre 2-3 mois de sevrage avant. Vraiment, parce que je voulais vraiment être clean de chez clean dans tout. T'as aussi l'abstinence sexuelle que tu dois faire, je crois, 3 semaines avant. Enfin bon, bref, il y a tout un processus. Un cahier des charges, quoi, à suivre. Un cahier des charges à suivre. Et à chaque fois, je me renseignais sur, OK, à partir de quand, truc muche et tout, tu vois. Et comment t'as trouvé, en fait, c'est quoi? Comment t'as trouvé cette personne-là, enfin, ce chaman Ah bah ça, c'est des retraites que tu bookes au Pérou. Mais t'en as plein. Mais est-ce que t'es sûre? Enfin, comment t'as vérifié? Parce que moi, j'ai un peu peur aussi des arnaques. Complètement. J'ai entendu des trucs aussi sur ça. Faut faire super attention parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ayahuasca, c'est devenu un super gros business. C'est ça. C'est très touristique. C'est très touristique, c'est un gros business. Moi, on m'a beaucoup parlé des gens qui mélangent l'ayahuasca avec d'autres substances, qui font que les gens font des bad trips horribles et que ça part dans des trucs ou des faux chamans ou des trucs. Enfin, vraiment, quand tu mets un pied au Pérou et que tu as les retours d'expérience de certains touristes dans les auberges de jeunesse qui se sont fait arnaquer, c'est horrible. Genre, vraiment, c'est horrible. Donc moi, je voulais vraiment le faire dans les meilleures conditions possibles et inimaginables. Et là, pour le coup, je pense que s'il y a bien un truc dans lequel il faut mettre le prix, c'est dans une bonne retraite d'ayahuasca avec un bon suivi et tout. Et donc, ça, il y a plusieurs moyens de les trouver. Soit, bien évidemment, par le bouche à oreille des gens qui ont déjà testé, qui sont partis dans des structures qui peuvent te le recommander, des retraites. Ou pareil, faire à fond ses recherches sur Internet et surtout regarder les avis, savoir s'il y a beaucoup d'avis ou pas, lire absolument tous les avis possibles et inimaginables sur le truc, pourquoi pas contacter les personnes qui l'ont fait pour discuter, etc. Enfin, vraiment, c'est une vraie grosse recherche pour être sûr de pas tomber dans un piège à touristes. Et pareil, j'insiste sur le fait, moi je pense qu'il faut mettre le prix dans ces trucs-là. Si c'est trop peu cher... et que c'est juste un truc à l'arrache, mais non, quoi, non, tu vois. Moi, c'était 1 semaine avec 3 cérémonies chamaniques en 1 semaine. Ah, donc il y a 3 prises d'ayahuasca. Ouais. Ah oui. Avec des briefs et tout, j'avais des trucs de méditation, des trucs de yoga. Bah, c'est une retraite, après, c'est vraiment retraite comme quand tu bookes sur un yoga. Ouais, exactement. Okay. Et des retraites comme ça, au Pérou, t'en as beaucoup qui te sont proposées. Là où moi j'ai un petit regret, c'est que je pense que j'aurais dû peut-être payer plus pour avoir une retraite avec des psychologues sur place. Parce que j'ai discuté avec une Américaine dans une auberge de jeunesse qui m'a dit qu'elle, il y avait des psychologues aussi qui étaient avec un meilleur encadrement. D'accord. Donc tu vois, même là, la structure dans laquelle je suis allée, je la recommanderais pas forcément parce qu'il y avait pas... je pense qu'il manquait encore plus d'accompagnement. Toi, effectivement... Je pense que tu as besoin d'un suivi particulier par rapport à tes troubles. Après, si c'est quelqu'un qui veut faire cette expérience parce que, allez, pourquoi pas. Alors, après, est-ce que tu fais cette expérience juste pour vivre l'expérience ou est-ce que la plupart des gens qui font cette expérience, en fait, c'est parce qu'il y a justement une recherche de se connaître mieux, de résoudre un peu ces problématiques du quotidien. T'as rencontré d'autres gens là-bas sur place moi, je sais que c'était 5 personnes par semaine. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que pour le coup, j'étais toute seule dans la truc. Après, il y avait quand même la prof de yoga. Enfin, il y avait bien évidemment d'autres gens qui gravitaient autour et tous avaient déjà fait des cérémonies et tout. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a vachement rassurée, c'est que la prof de yoga, elle avait fait, ça faisait 6 mois qu'elle était dans la jungle, elle avait fait 6 cérémonies chamaniques avec le chaman et tout. Donc, tu vois, genre, l'air de rien, tu dis bon, ça va, tu vois, ça va. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que, Et je pense que c'était tellement drastique. Tu sais, genre, toutes les restrictions liées à l'ayahuasca sont tellement drastiques que je pense... Enfin, si vraiment tu veux faire le truc à fond, je pense que ça en découragerait déjà plus d'un de voir tous les trucs qu'il faut faire pour prendre cette plante dans les meilleures conditions. Et pareil... Moi, dans mon expérience personnelle, je pense qu'il faut quand même être dans un certain point de sa vie
où t'es un peu... moi, j'étais un peu désespérée, tu vois, pour pouvoir passer le cap de faire quelque chose comme ça, l'air de rien. J'étais quand même dans un truc un peu de j'ai plus rien à perdre. Enfin, Ok. tu vois, genre, il y Ouais. avait un truc comme ça aussi un peu. T'arrives au Pérou. Comment ça se passe après? À quel moment t'es pris en charge? Et comment ça se passe cette semaine, concrètement, avec ces 3, du coup, prises? Sachant que ça faisait 1 mois, du coup, que t'avais... Enfin, 2 mois que t'avais arrêté le médicament, 1 mois que t'avais arrêté... t'avais suivi ta liste, là. Ouais. Et quand t'es sur place, comment tu le... Ça y est, t'arrives sur place, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'arrive au Pérou, je commence à suivre la diète, donc c'est riz et lentilles absolument tous les jours. J'étais affamée, j'en pouvais plus de ce truc. Oh là là, je me plaignais, j'étais là, j'en peux plus. Donc je suis prise en charge du coup par la retraite. J'arrive en plein milieu de la jungle en Amazonie, mais vraiment dans un endroit hyper reculé. Dans le sens, je sais pas, tu fais le tuk-tuk pendant je sais pas combien de temps, ensuite tu prends un bateau, tu traverses la rivière, ensuite t'as 1 heure et demie de marche dans la jungle, Ah oui. genre vraiment hyper reculé au milieu de nulle part et de rien du tout, Ok. à part la jungle. Faut sacrément faire confiance, du coup, pour... Faut sacrément faire confiance. S'enfoncer dans la... Ouais, parce que là, c'est vrai que, je veux dire, le prochain hôpital, il est pas avant super longtemps, tu vois. Donc voilà. Mais même ça, j'ai compris que, à un moment, on m'a initié un peu aux plantes en Amazonie. En fait, j'ai compris que la pharmacie, c'est la jungle. Donc j'arrive. Donc là, je continue un peu le processus de préparation dans le sens où il y a des bains aux plantes énergétiques pour te purifier le plus possible avant, pas de produits chimiques. Donc par exemple, pas d'anti-moustique, pas de crème solaire, pas de dentifrice, pas de savon, pas de shampoing, Ok. tout ça. Il y a un jeûne aussi avant. Ok. Enfin, c'est vraiment pareil. Il y avait une cérémonie, ce que moi j'ai appelé la cérémonie du vomito, parce que on m'a donné un vomitif pour tout vomir en fait. Ah oui, pour te purger, quoi. Ah non mais ouais. C'est drastique, tu vois, quand je dis que c'était vraiment... Il faut une volonté quand même pour faire ça. Ah mais pour aller au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Enfin moi je me souviens qu'avant la première cérémonie, au bout d'un moment j'en pouvais tellement plus. Enfin je pense que c'est la cérémonie avec le vomitif qui m'avait... Où vraiment je me suis dit bon arrêtez de me faire tout un... Passe-moi ta plante. Et qu'on arrête avec ces trucs-là parce que c'est trop, tu vois, genre c'est waouh. C'est vraiment pousser. Pour que tu sois, que t'aies plus rien, en fait, d'extérieur, que ce soit plus que toi, sans rien, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est pareil, par exemple, pour la cérémonie, on te dit pas de vêtements noirs pour les mauvais esprits, tu vois. Donc il faut que t'aies que des vêtements, soit de couleur, soit blancs, mais enfin, tu vois, il y a... Enfin, c'est vraiment... voilà. Et donc moi, mon chaman, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur le prof des chamans. Ok. Qui est un chaman qui vient d'une communauté native du Pérou, qui est la communauté des Shipibo. Donc il parlait en Shipibo durant les cérémonies et tout, donc je comprenais rien à ces incantations, à ces chants et tout. Et du coup, il y avait un traducteur ? Et donc du coup, il y avait un traducteur. Donc voilà un peu. Et donc la cérémonie, donc on est par exemple la veille vomito. Plus le bonne plante, c'est ça. Et après, première cérémonie, comment est-ce que tu te sens à l'approche de ça ? Est-ce que tu es stressée ? Est-ce que Je pense que j'étais hâte ? hyper stressée. Vraiment, j'étais en flip total. Mais en fait, depuis le début de cette expérience, j'étais en flip total. J'avais tellement peur que ça se passe mal. Et puis en fait, tous les échos des gens qui ont fait des bad trips à l'ayahuasca n'aident pas non plus. Oui. Donc vraiment, j'étais là en mode, mon Dieu, j'espère que ça va bien se passer. J'étais en flip total. Et t'as ce truc aussi où plus t'es détendu, plus l'ayahuasca va faire effet vite. Okay. Plus t'es stressé, plus l'ayahuasca va prendre du temps à faire effet. D'accord. Donc déjà, il y avait ça. C'est lâcher prise, quoi. Ah, combien de fois on m'a répété le fait que je devais être dans l'accueil, dans le lâcher-prise et faire confiance à la plante. Vraiment, ça c'est un truc qu'on m'a répété, que le chaman m'a répété. Il y a vraiment cette espèce d'état d'esprit de peu importe ce que la plante va te faire, c'est ce qui est bon pour toi.
Tu vois, il y a une confiance inconditionnelle dans la plante va agir de telle sorte à te donner ce dont tu as besoin. Peu importe ce qui vient et peu importe ce que c'est. Et ça, c'est quand même un énorme lâcher-prise que moi, qui suis un peu une control freak, tu vois, qui suis tout le temps en train d'intellectualiser tout, de vouloir mettre du sens dans les trucs. Enfin, moi, j'ai un cerveau qui décroche pas, tu vois. Genre vraiment, même en psychiatrie, j'avais énormément de mal à faire confiance et j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin qu'on m'explique pour pouvoir adhérer au truc. Enfin, je pense que je suis vraiment un peu casse-tête et casse-bonbon là-dessus. Et donc, pour une meuf qui est tout le temps dans le contrôle, qui est en flip, qui est stressée, enfin bon, bref, c'est vrai que c'était quand même un sacré exercice de réussir à faire confiance. De réussir à faire confiance. À une plante. À une plante. Donc, ouais. Et donc, première cérémonie. Donc, je suis dans un état de stress très fort. Et donc, mais quand même très curieuse et aussi dans ce truc de j'ai fait une telle préparation pour en arriver jusque-là. Je suis contente de enfin on y est. Parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'attendais ce moment. Donc il y a quand même une très grosse attente vis-à-vis de ça. Donc je bois l'ayahuasca. Donc c'est quoi? C'est un mélange de plantes, c'est ça? C'est une plante, juste comme un thé? Non, c'est sous forme liquide. C'est vraiment une boisson qui donne pas franchement envie parce que c'est un truc marron, un peu épais. Et c'est un truc qui t'arrache la gorge. Genre vraiment, tu le sens passer. Genre tu sens le truc qui te brûle comme ça. Donc tu sens que c'est quand même assez fort comme truc. C'est pas forcément très bon. C'est même pas bon du tout. Mm-hmm. Donc voilà. Et je pense aussi l'erreur que j'ai faite, parce que j'avais pas compris la dimension spirituelle du truc. En fait, t'es censé y mettre une intention, un peu de demander quelque chose ou d'y mettre une intention, ou enfin, tu vois. Et ça, je l'ai pas fait durant mes 2 premières cérémonies. J'ai vraiment bu le truc comme si c'était du Coca-Cola, tu vois. Un shot de vodka. Exactement. Sans y mettre vraiment du sens ou tout ça. Et donc, je prends une première fois de l'ayahuasca, je me mets sur mon tapis, je ferme les yeux, dans une attente de « Waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» T'es allongée, là, du coup? Ouais. Alors, ça se passe dans le noir complet. D'accord. Et t'es allongée, et le chaman commence à chanter. Enfin, au début, il y a un grand blanc et un grand silence, et ensuite, la cérémonie commence, le chaman commence à chanter, il joue des instruments de musique, il crache de la fumée avec des plantes et tout. Il a un produit, pareil, qui fait... Enfin, bon, c'est très... Enfin bon, il se passe plein de trucs. Vraiment, il se passe plein de trucs. Je ne saurais pas te dire exactement qu'est-ce qui se passe, mais il se passe plein de trucs. Donc voilà. Et donc, la cérémonie commence, et il ne se passe rien. Genre, vraiment, il ne se passe rien. C'est comme si j'avais bu un verre d'eau. Je suis, genre... Enfin, incompréhension totale. Vraiment incompréhension totale. Et t'avais dit en combien de temps ça fait effet? Pour que tu te prépares Grand maximum 1 heure. Ok. Je crois qu'il m'avait dit 5 à 10 minutes si t'es détendu et grand maximum 1 heure si t'es très stressé. Ok. Donc il y a toute la cérémonie qui commence et tout, et moi je suis sur mon tapis, il se passe rien du tout, tu vois. Et c'est super gênant, et je suis en mode, mais attends, j'ai raté quelque chose dans la diète, il y a un truc que j'ai raté. Enfin voilà, après je suis partie dans, mais en fait je suis complètement cassée, l'ayahuasca peut rien faire pour moi. Enfin genre, je suis partie dans des trucs. Ah ouais, complètement. Et en fait, au bout d'un moment, on me demande comment ça va, et moi je dis, bah ça va très très bien parce qu'il se passe rien du tout. Et donc, on me demande si j'ai envie d'en reprendre. Donc, moi, je dis, bah oui, complètement. Oui. Et en fait, durant cette expérience d'ayahuasca, je me suis découverte une résistance à l'ayahuasca qui était complètement inattendue. Parce que moi, je bois un verre d'alcool, je suis bourrée, je prends une taffe de clope, j'ai la tête qui tourne. Comment ça se fait que je vais dans l'Amazonie prendre la plante la plus balèze, psychédélique et tout, et j'ai une résistance absolument... Enfin, même le chaman, durant les débriefs, m'a dit qu'il a rarement rencontré quelqu'un d'aussi résistant à la plante, quoi. Donc très bizarre, mais après je me suis demandé si c'était pas lié à tous les médocs que j'avais pris en psychiatrie, qui ont fait les médocs en psychiatrie, ça agit sur le cerveau, donc peut-être que ça a joué aussi. Mais bon, j'avais quand même fait un sevrage et tout, enfin bon bref. Donc voilà, du coup je reprends une 2e dose.
Et là, la façon dont l'ayahuasca prend possession du corps, c'est genre des fourmillements dans les doigts. Et ensuite, dans les doigts, ça passe dans les bras. Dans les bras, ça passe... Genre, voilà. Et vraiment, ça prend possession de ton corps avec plein de fourmillements de partout. Et donc là, j'ai vraiment senti que, voilà, l'ayahuasca est en train de s'installer dans mon corps, tu vois. Mais une sensation douce, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas... Ah non, pas du tout. Je te laisse porter par le truc. Ouais, c'est genre des petites fourmillements un peu partout et tout. Et donc, tu sens que ça commence à se diffuser, à prendre un peu, ok. Et là, je me mets à convulser. Ok. Et vraiment, je me mets à convulser et tout. Sachant que je n'ai jamais convulsé de toute ma vie. Donc, je me mets à convulser d'un peu partout. C'est pas douloureux, j'ai pas mal. C'est juste... Et j'ai aussi toute la lucidité dans ma tête. Donc, il n'y a pas de vision, il n'y a rien, juste il n'y a pas de corps, vision, il n'y a rien du tout. J'ai le corps qui tremble de tous les côtés, j'ai des spasmes, et puis ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Genre, ça part dans tous les sens, les bras, les jambes, partout. Je fais que avoir des spasmes et que avoir des convulsions. Mais j'étais très lucide dans le sens où j'étais totalement capable de te parler comme je te parle là, tu vois. Mais juste en train de convulser comme ça, là. Donc, trop bizarre. Et est-ce que t'es accompagné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui te surveille? Du coup, il y a le chaman qui fait la cérémonie et c'est ça aussi qui m'avait vraiment perturbée. C'était que quand le chaman chantait, j'étais en totale convulsion. Et quand le chaman jouait des instruments de musique, là, mon corps, tout d'un coup, genre, s'apaisait. Ah, waouh! Genre, tu sens que... C'est très bizarre déjà de perdre totalement le contrôle de son corps, mais en plus de ça, de sentir une telle connexion à ce qui est en train de se passer, tu vois, et totalement, c'était hyper sensoriel en fait comme expérience d'un coup, voilà, ensuite il y a tout qui s'apaise, puis t'as des sensations de chaud, de froid, genre tu sens que vraiment dans mon corps il y avait des trucs, j'étais que sensation, que spasme, que tout ça. Mais très déçue de ne pas avoir eu de vision, parce que moi, j'avais vraiment rattaché ça à ayahuasca égale vision. Égale illumination sur des choses. Exactement. Et puis, toutes les personnes qui ont fait de l'ayahuasca m'ont toujours rapporté des trucs de vision. J'ai vu ci, j'ai vu ça, je suis partie... Donc, trop bizarre et très chelou. Au final, la cérémonie se termine. Je retourne dans mon bungalow et tout, et je continue à avoir des spasmes et des convulsions pendant tout le reste de la nuit. Vraiment, ça s'est pas arrêté avant longtemps. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, je vais continuer à convulser pour tout le reste de ma vie. J'ai fait une énorme connerie. Est-ce que ça va s'arrêter et tout? Et par contre, le truc qui m'a vraiment rassurée, c'était qu'en plein milieu de la nuit, à un moment, j'ai vraiment senti que l'ayahuasca a arrêté net de faire effet. Genre, ça s'est arrêté d'un coup. Et là, j'ai vraiment senti, ok, là, mon corps, il va plus avoir de spasme parce que l'ayahuasca, ça s'est coupé d'un coup. Et rien que ça, c'était quand même très rassurant parce que moi, dans ma tête, j'étais vraiment dans est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est normal? Est-ce que bisous? Est-ce que machin? Oui. Et le fait de savoir que quand l'ayahuasca arrête de faire effet, ça s'arrête, c'est ok. Ça va aller, en fait. Là, il n'y a plus d'ayahuasca dans mon corps. C'est bon. Et puis voilà. Et donc, le lendemain, c'est débrief? Le lendemain, débrief avec le chaman. Donc là, je suis un peu dans tous mes états, en train de me dire qu'est-ce qui s'est passé hier soir, j'ai pas compris, c'était quoi ces spasmes, est-ce que je suis cassée, pourquoi j'ai pas eu de vision, patati patata. Enfin, vraiment, genre, j'arrive devant le chaman en mode... Donnez-moi des explications. Donnez-moi des explications, s'il vous plaît. Et quand même, lors du premier débrief avec le chaman, il m'avait demandé pourquoi je voulais faire de l'ayahuasca. Et j'avais pas été capable de lui répondre. J'avais pas réussi à m'ouvrir. J'avais un énorme blocage où je lui avais pas dit. Je lui avais pas dit que j'avais tout un passif en psychiatrie. Je lui avais pas dit que j'avais fait des très gros états dépressifs. En vrai, il y a énormément de choses que je devais lui dire que je lui ai pas dit. Et pourquoi tu l'avais pas dit? En fait, j'étais totalement bloquée. C'est très bizarre. Face au chaman, j'arrivais pas. Genre vraiment ça sortait pas. La parole ne sortait pas et je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'étais trop bloquée. Genre vraiment, j'ai un blocage énorme, ce qui s'explique pas trop parce que
Parce que moi, ça fait des années que je raconte toute ma life à des psychologues et des psychiatres, je raconte ma life sur les réseaux sociaux, je fais que raconter ma life tout le temps. Pourquoi, quand je suis devant un chaman, là, d'un coup, Tu dois savoir, en plus. il n'y a plus rien qui sort, quoi. Et donc, du coup, quand il m'avait demandé pourquoi je voulais faire de l'ayahuasca, vraiment, je lui avais dit « Oh, bah, rien de particulier !» Comme ça, quoi. Comme ça, juste pour l'expérience spirituelle, mais vraiment, genre, rien de particulier et tout. Genre, la meuf a mytho un chaman, tu vois. Oh, bah, non, franchement, rien, moi, tout va bien. C'est pas comme si j'étais en crise existentielle de ma vie, tu vois, depuis des mois et des mois et des mois. Enfin, bon, bref. Donc, laisse tomber. Et il te dit quoi, du coup, ce chaman? Et donc, premier débrief avec le chaman. Et en fait, il me dit oui, tu m'avais dit que t'avais rien de spécial à travailler et tout. Mais en fait, t'as énormément de choses qui ne vont pas. Et tu as énormément de choses à travailler. Donc déjà, genre, je me prends un peu une claque dans la figure parce que je me dis, ok, genre, je savais qu'en ce moment, ça allait pas. Mais je savais pas à ce point-là. Parce que du coup, quand il m'explique... En fait, il m'explique que les convulsions que j'ai eues, donc dans d'autres cultures, on appelle ça les chakras qui sont bloqués. En chamanisme, on appelle ça les énergies. Donc en fait, c'est toutes les énergies qui étaient bloquées et qui étaient en train de se débloquer. Et donc j'ai compris par la suite qu'en fait, mon corps avait une mémoire traumatique très forte. Et moi, je pensais que mes traumatismes étaient dans ma tête et que les visions allaient permettre de débloquer les traumas qu'il y avait dans ma tête. Et en fait, j'ai découvert que pas du tout. En fait, j'ai une mémoire corporelle de traumas qui sont bloqués et qui se sont stockés un peu partout. Et donc, tous les spasmes et les convulsions que j'ai eues, c'était ça, quoi. C'est en fait... toutes les énergies qui sont en train de se remettre en place, tous les trucs qui sont en train de se débloquer. En fait, mon corps avait énormément de choses à extérioriser. Donc déjà, hyper intéressant. Ouais, mais plutôt positif, au sens où ça veut dire que ton corps... T'as laissé la parole à ton corps, un petit peu. Mais oui, et c'est surtout... déjà, en termes de lâcher prise, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup aidée. Et surtout, le chaman m'a dit qu'en fait, tant que toutes ces énergies étaient bloquées, tant que dans mon corps, les choses n'étaient pas remises en place, j'allais pas réussir à avoir de vision d'ayahuasca. Parce que pour voir les visions, il faut déjà avoir un corps qui soit... réceptif. Ouais. Donc il y avait tout un truc comme ça, mais quand même, il m'avait dit, là, c'est super, parce que tout en profondeur est en train de se nettoyer. Mais il m'a quand même dit qu'il y avait énormément de choses à extérioriser chez moi et que ça allait prendre du temps et qu'il fallait que je fasse preuve de beaucoup de patience. Ce qui n'est pas ma qualité première. On va pas se le cacher. Parce que moi, j'étais vraiment dans je veux voir des visions, je veux avoir des hallucinations, je prends des psychédéliques, je veux montrer-moi quelque chose et tout. Et puis vu que je croyais beaucoup à ces trucs de spiritualité, de chamanisme, pour moi, les visions, c'était un peu un espèce de truc de communiquer avec une entité supérieure. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça, tu vois. Et est-ce que... Parce que du coup, il y a une deuxième et une troisième séance. Est-ce que finalement, t'as réussi à débloquer le corps? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième et troisième? Donc deuxième prise d'ayahuasca, donc pareil, je refais le bain aux plantes. Alors le truc vomitif, c'était que au début. On me le refait pas, heureusement, parce que je laisse tomber. Si à chaque fois tu dois vomir. Grave. Donc voilà. Deuxième prise, je suis quand même beaucoup plus sereine parce que j'ai compris ce que c'était que les convulsions, les spasmes. J'ai compris que c'est les énergies qui étaient en train de se débloquer. Je suis beaucoup plus sereine parce que je sais que c'est temporaire et que ça va s'arrêter. Donc l'air de rien, je suis quand même beaucoup plus aware, avertie, enfin tout ça. Nous parlons anglais. Donc deuxième cérémonie chamanique, pareil, je bois l'ayahuasca sans y mettre vraiment du sens, sans mettre une intention particulière. Je le précise parce que je pense que ça a beaucoup joué. Pour la troisième, ça a changé. Ouais. Donc deuxième cérémonie, etc. Pareil, je me mets sur mon tapis et tout. Donc je commence à convulser. Mais ça... c'est habituel, on connaît. Mais alors le chaman m'avait prévenu que chaque cérémonie allait être différente.
Et en fait, je commence à convulser, mais là, c'est pas du tout comme la première fois. Parce que la première fois, c'était tout le corps. Okay. Là, c'est que le cœur. Le cœur? C'est que au niveau du cœur. Ah oui. Et c'est que à intervalles réguliers. Donc ça fait très massage cardiaque. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et donc, vraiment, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'était que j'avais l'impression qu'on était en train de me réanimer. Genre vraiment, il y avait quelque chose qui était en train d'essayer de se débloquer, de se réanimer, etc. Et en fait, ce truc c'est le cœur qui travaille, ça a totalement fait sens pour moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai des anxiétés qui sont très paralysantes. Et en fait, il y a des matins où je me lève, où en fait, mon cœur bat super vite et ça me paralyse totalement. Et c'est vrai que tous mes traumas et toutes mes anxiétés, tout, il y en a qui disent que c'est le ventre qui est noué. Moi, tout, c'est le cœur qui bat super vite tout le temps. Et donc, le fait que l'ayahuasca me fasse un espèce de massage cardiaque, de réanimation du cœur, ça a totalement fait sens pour moi. Le fait qu'il y ait des énergies, ce chakra-là, même si je sais qu'on ne parle pas de chakra, mais c'était ça qui était vraiment bloqué et qu'il fallait débloquer très fort. Donc, ça travaille que au niveau du cœur et c'est très bizarre parce que ouais, c'est vrai que la première fois, c'était un bordel pas possible avec tout le corps qui est en train de shaker, là, de se secouer dans tous les sens, alors que là, c'est rien à voir, tu vois. Mais finalement, ça s'arrête assez vite. Dans le sens où les convulsions étaient beaucoup moins intenses que la première fois. La première fois, j'avais eu des convulsions toute la nuit. La deuxième fois, c'était très léger et ça n'a pas duré des masses de temps. Et je pense d'ailleurs que j'ai regretté de ne pas avoir pris une deuxième dose là aussi, parce que je pense que c'était ma résistance à l'ayahuasca qui a fait qu'au final, les effets se sont estompés quand même assez rapidement. Et toujours pas de vision à ce moment-là? Toujours pas de vision. Donc voilà, convulsion moins intense, spasme moins intense, le cœur, le truc, on est en train de me réanimer, tout ça. Donc la cérémonie s'arrête, je retourne dans mon bungalow, je fais dodo, bidule machin, lendemain matin, débrief avec le chaman. Et en fait, la première fois que j'avais pris de l'ayahuasca, le chaman m'avait demandé quelles étaient mes émotions et mes ressentis. Il m'avait demandé, il m'avait dit, est-ce que tu sens une très grande joie ou une très grande tristesse? Et moi, j'avais été totalement neutre, où j'avais dit, bah non, je ressens pas une très grande joie, une très grande tristesse, je me sens neutre, tu vois, ça n'a pas débloqué quoi que ce soit. Et là, durant la deuxième cérémonie, il y a eu un espèce d'effondrement total, où je m'étais dit, mais en fait, l'ayahuasca marche pas du tout sur moi, il y a un truc, j'ai fait tout ça pour rien, enfin, un espèce d'abattement énorme en fait, moi, j'ai toujours pas de vision, je suis complètement cassée, etc. Genre vraiment un truc, crise existentielle de ma vie, du machin. Et en fait, le chaman, à ce moment-là, en fait, il me dit que je suis une personne qui est très souriante, très avenante, mais que j'ai un cœur qui est très sombre. Genre vraiment, quand le chaman m'a dit que j'avais un cœur qui était très sombre, très bloqué, et en fait, il me fait tout un truc où il me dit que je dois apprendre à re-aimer, mais pas l'amour amoureux, mais vraiment à re-aimer la vie, l'univers, la nature. Bon, après, c'est chaman, tu vois. Donc, il me fait tout un truc sur mon cœur est totalement fermé, bloqué, sombre. Et il faut vraiment que cette lumière, réapprendre à aimer la vie et tout. Et là, mais moi, c'est un effondrement pas possible, parce que c'est la problématique de toute ma vie. Le fait de pas aimer la vie et de vouloir mettre fin à sa vie depuis toute petite, depuis très jeune, il y a ça quoi qui est présente et même tout le mal-être et tout de bah oui totalement, j'ai totalement perdu l'amour de la vie mais depuis toujours quoi. Donc c'est un effondrement pas possible et surtout vu que j'étais dans mon délire de l'ayahuasca, ça marche pas, j'ai pas de vision, parce que moi j'ai tellement associé ce truc d'ayahuasca aux visions, que pour moi le fait que je n'ai pas de vision, c'est que l'ayahuasca ne marche pas. Alors que le chaman m'a dit, mais bien évidemment que l'ayahuasca marche, c'est juste que l'ayahuasca ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce dont tu as besoin.
Et donc moi, je voulais les visions, parce que j'ai cassé les bonbons au chaman pour mes visions, comme une gamine de 4 ans qui fait un caprice. Alors que ce dont j'avais réellement besoin, c'était corporellement parlant que ça se débloque. Ouais, je vois. Mais ça, j'ai mis tellement de temps avant de le comprendre, tu vois, parce que moi, j'étais très dans mon truc de l'ayahuasca ne marche pas. J'arrêtais pas de dire au chaman, l'ayahuasca ne marche pas. Et le chaman n'arrêtait pas de me dire, Si, ça marche. je fais ce métier depuis 15 ans. Exactement. Mais c'est juste, ça marche pas de la façon dont je pense que bidule machin. Et puis en plus, pour qui je me prends, quoi. Pour dire au chaman, votre truc ça marche pas, tu vois. La plante elle est cassée, donc. Non mais c'est exactement ça. quelle audace. C'est exactement ça. Donc voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quand même un truc qui s'est débloqué, où je me suis dit, bon, il faut que je dise au chaman vraiment ce qui va pas chez moi. Et donc là, je lâche tout. Je dis, bon bah voilà, il y a 3 ans, j'ai fait une dépression, je suis partie en hôpital psychiatrique, j'ai été hospitalisée, et je commence comme ça à tout lui raconter. Et en fait, le fait de raconter ça au chaman, mon parcours de vie, je le connais par cœur. Je l'ai dit, mais 1 milliard de fois à 1 milliard de gens. J'en parle sur les réseaux sociaux, je témoigne dans les médias, les trucs. Je fais des conférences dessus, tu vois. Et ça m'a jamais autant touchée qu'à ce moment-là, où vraiment, mais j'étais en train de chialer ma vie et de pleurer, en train de raconter tout ça, mais comme si je le racontais pour la toute première fois. Alors que c'est une histoire que je connais par cœur, tu vois. Donc vraiment, je fonds en larmes, c'est super difficile de parler de ma dépression, c'est super difficile de parler de tout ça et tout. Mais quand même, je lui dis que j'ai trouvé un bon psychiatre, que je suis stabilisée, que je suis rétablie, que je suis sortie de tout ça, que mes traumatismes en hôpital psychiatrique, j'ai énormément bossé dessus, que ça va beaucoup mieux, bidule machin, nanana et tout. Et là, le chaman, il me dit, en fait, dès la première cérémonie, ce qu'il faut savoir, c'est que le chaman, il prend l'ayahuasca avec toi. Ah oui. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est super intéressant. Et en fait, le chaman voit ce que tu vois. Ah oui. Donc moi, je n'ai rien vu. Mais il sait vraiment, genre, il a des visions sur toi. Il était très content qu'enfin je lui parle de ça. Et il dit, là, étant donné que tu as libéré quand même la parole là-dessus, pour la 3e cérémonie, genre un peu... prépare-toi, parce que je pense qu'il va se passer quelque chose de différent pour la 3e. Moi, à ce moment-là, j'y crois plus du tout. Franchement, je n'y crois pas du tout. Là, j'ai pu, pour moi, vraiment, je suis restée dans l'ayahuasca, ça ne marche pas, je suis cassée, bidule machin. Je passe toute la journée à pleurer. Vraiment, énorme tristesse. Je passe toute la journée à pleurer. Donc là, quand on me dit, est-ce que tu as un sentiment de grande joie ou grande tristesse ? Oui. Là, oui. Là, oui, j'ai fait que pleurer. Vraiment, j'ai fait que pleurer. Et j'ai eu tous mes trucs d'hôpital psychiatrique qui sont remontés, toute la douleur, tout est remonté à la surface, comme si c'était la première fois, comme si c'était hyper à vif et tout. Donc voilà, très impactée, et pareil, crise existentielle de mes croyances sont en train de sauter, dans le sens où il y a un peu ce truc de l'au-delà ne veut pas communiquer avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas digne des visions, je suis pas digne de ça. Okay. Crise existentielle. Et ça, on est jour 4, du coup, 5 ? Je sais plus, ouais, je pense. Et la 3e, c'est le lendemain ? Je crois que j'avais un jour de break à chaque fois, histoire de me reposer avant de retourner dedans. Et donc là, dernière cérémonie, autant durant la première cérémonie, j'avais des attentes plus. Autant dernière cérémonie, vraiment, j'y suis allée en mode, je la fais parce qu'il faut aller au bout du truc, mais j'en attends rien du tout. Genre, je sais que je vais pas avoir de vision, je sais que ça va pas marcher. Vraiment, j'y crois plus du tout, quoi. Vraiment, je suis juste en train de chialer ma vie comme jamais. Je suis un être cassé, irrécupérable, du machin.
Donc, il y avait quand même une très grosse différence entre la première, avec des attentes plus, ça va être une expérience extraordinaire, ça va être génial, ça va être ci, ça va être ça, versus la dernière où j'y vais en mode, allez, vas-y, passe-moi ton truc, je vais convulser, on sait très bien. Voilà. Dernière cérémonie. Avant de prendre l'ayahuasca, pour la première fois, j'y mets une intention. Et je demande à l'ayahuasca et à la plante d'être en paix avec moi-même. Et je pense que c'est la première fois que j'arrive à savoir ce que j'attends de cette expérience d'ayahuasca. Parce que jusqu'à présent, j'arrivais toujours pas à mettre le doigt sur pourquoi je fais réellement ça. À part crise existentielle de ma vie, je sais pas trop pourquoi je fais ça en vrai. Juste, je suis désespérée et il faut débloquer un truc, quoi. Donc là, pour la première fois, en fait, je réalise que mon souhait le plus profond, c'est d'être en paix. Genre vraiment, j'en peux plus de tout le temps me battre avec la vie, de tout le temps être dans la résistance, de tout le temps vivre des choses difficiles, d'être avec mes traumas, mes problèmes et tout. Je n'en peux plus, je veux être en paix. Donc quand je prends l'ayahuasca, c'est ça mon souhait le plus cher et le plus profond, c'est ça, c'est d'être en paix. Je prends l'ayahuasca, je me remets sur mon tapis, zéro attente vraiment. Je commence à convulser comme d'habitude. Donc je suis pas inquiète ni quoi que ce soit parce que c'est toujours ce qui se passe me concernant. Mais attends, non, si quand même. Avant d'avoir mes convulsions, donc tu sais, je t'avais dit que l'ayahuasca il prend possession de ton corps un peu, voilà. Et là c'était très bizarre parce que la façon dont l'ayahuasca prend possession de mon corps est très différente des autres fois. Parce que c'est un espèce de... L'image que j'ai eue, j'ai eu l'impression qu'il y avait un serpent qui m'avait mordu et que j'avais le venin du serpent qui était en train de C'était dans ma jambe gauche. Et vraiment, le venin qui commence à prendre, mais un truc très... Voilà. Et pareil, un truc qui me constitue comme une seconde peau. C'est comme si, genre, l'ayahuasca se glissait sous ma peau pour me constituer une deuxième peau. Très bizarre. Donc très bizarre et tout, mais c'est vraiment pas agréable. Autant les premières fois c'était agréable, genre vraiment. La première fois, la deuxième fois c'était pareil, hyper agréable. Petite sensation de fraîcheur, fourmillement, t'es un peu dans ton truc, c'est trop chouette. Autant là, pas du tout. Là vraiment, on est sur un truc il y a un serpent, il y a du venin, il y a un truc hyper malsain qui prend... Donc il y a des visions un peu. C'est pas des visions, mais c'est vraiment des sensation. ressentis corporels très forts, quoi. Okay. Donc voilà. Donc je commence à convulser. Au début, c'est des convulsions normales. Enfin, normales. Enfin, de ce que j'ai l'habitude d'avoir, qui sont pas douloureuses ni quoi que ce soit. Et le problème, c'est que genre les convulsions se sont mises à devenir de plus en plus fortes. Jusqu'au moment où c'est plus devenu normal. Et vraiment, jusqu'au moment où vraiment c'est devenu douloureux, en fait. J'avais des contractions, des trucs, mais horribles et affreux. J'étais en train de me tordre dans tous les sens. Et c'était des convulsions qui étaient tellement beaucoup plus fortes. Genre, j'étais en train de sauter de mon matelas, quoi. Vraiment, c'était horrible. Oui. C'était horrible. Genre, vraiment. Je pense que ça fait partie de mon top des pires expériences de ma vie. Jusqu'à, genre, je commence à en pleurer de douleur. Je commence à crier mes tripes et tout, genre... Pour moi, à ce moment-là, j'étais possédée. Genre... Et là, t'es toute seule dans ta chambre, il n'y a pas d'aide, quoi. Non, je suis dans le... tapis encore. Oui, je suis sur le tapis, c'est la cérémonie chamanique, bidule machin et tout. Et donc, genre, gros bad trip horrible, j'ai l'impression c'est l'exorciste, tu vois, j'ai l'impression d'être possédée par le démon et qu'il y a un truc hyper démoniaque à l'intérieur de moi qui essaye de sortir de mon corps. Je sais pas si t'as vu le film Alien, tu sais, avec les aliens qui sortent. Trauma. C'est exactement ça. Genre vraiment, j'ai cette image il y a un truc démoniaque à l'intérieur de moi, je suis possédée par le démon et il faut que ça sorte. Et j'essaye de l'extérioriser par tous les moyens possibles et inimaginables. Je fais des respirations, j'essaie de respirer. Je crie, je hurle, je pleure. Genre vraiment, je suis je ne suis que spasme, que contraction, que douleur, que horrible, mais horrible, quoi, vraiment horrible.
Et il y a eu 2 vagues comme ça. Il y a eu une première vague super forte où j'ai pleuré et la deuxième vague super forte aussi où j'ai hurlé à la mort. Horrible. C'est pour ça que quand on me demande est-ce que tu recommanderais l'ayahuasca, je dirais mais non, jamais, jamais, ne faites jamais ça. Donc voilà. Et en fait, ce truc-là, avec le recul, je me dis mais quand je disais qu'il y avait la parfaite et la monstrueuse, pour moi, on était carrément dans la monstrueuse et le truc démoniaque super fort, tu vois. Donc, il y a eu ces 2 vagues-là. Et le chaman m'a vraiment accompagnée du début jusqu'à la fin. Et il a fait 1 milliard de trucs. Et encore une fois, je ne saurais pas te dire ce qu'il a fait réellement. Mais il était à fond derrière moi. Il était en train de chanter pour moi pendant tout le truc. Un moment, j'étais dans un tel état. Normalement, t'as pas le droit de toucher le chaman, mais genre, je lui ai pris la main tellement j'en pouvais plus et tout. Et le chaman n'arrêtait pas de me répéter t'es une femme forte, cherche la lumière qu'il y a en toi, cherche la paix à l'intérieur de toi. Et le fait qu'ils me disent cherche la paix à l'intérieur de toi et que c'était justement le vœu que j'avais fait d'être en paix, enfin genre qu'il y avait un truc, tu vois, où j'étais ouais, enfin il y a quelque chose de je dois combattre quelque chose à l'intérieur de moi pour accéder à cette paix, tu vois. Donc c'était très comme ça. Qu'est-ce qu'il me disait d'autre ? Ah oui, et aussi il me disait tu es en sécurité ici. Et ça c'était quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé. Le fait qu'ils me disent tu es en sécurité ici. Donc cherche la lumière à l'intérieur de toi, cherche la paix et tout. Enfin voilà. Il y a un truc qu'il a fait qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment, il me dit est-ce que je peux laver ton estomac ? Oula. C'est-à-dire Donc moi dans ma tête je me suis dit oulala il va me refiler un vomitif ou je sais pas quoi, tu vois. Mais j'étais dans un tel état, je fais oui, allez-y, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est juste, il m'a fait un espèce de massage, genre du ventre et tout, avec son... Il avait un produit avec lequel il fait ses trucs. Et quand il m'a fait son massage du ventre, je crois que c'est ça qui a tout calmé. C'était très bizarre, mais en fait, quand il a fait ça, derrière, tout s'est apaisé. Et c'est ça qui a calmé le truc un peu. Après, je me suis calmée, il y a eu des chants très doux, il a fait des instruments de musique et tout, du machin. C'était horrible. Mais qu'est-ce que tu en as... Enfin, qu'est-ce que tu en as conclu, en fait, de ça ? Du coup, je retourne me coucher, pareil, j'arrive pas... Enfin, c'était horrible, je suis dans un état, mais d'épuisement. Vraiment, je me suis battue toute la nuit. Et le lendemain matin, je me réveille... Et je suis dans un état de... Je suis en train de planer totalement en mode... J'ai l'impression d'être une survivante. Tellement je me suis battue fort toute la nuit. Et c'est très bizarre, mais en fait, le fait de hurler, ça m'a fait un bien fou. T'as libéré des trucs, quoi, qui étaient coincés. Ah, mais ça m'a fait un bien fou. Le fait de pleurer ma vie, le fait de crier et de totalement lâcher tout. J'étais plus du tout dans le contrôle, j'étais plus du tout dans je sais pas, faire bonne figure, faire bonne face, ou je sais plus quoi. J'ai tout lâché, quoi. Mais j'ai tout lâché. Et le lendemain matin, j'étais dans un état un espèce de truc de waouh, mais en fait, j'ai sorti un truc de moi-même. Alors, j'ai aucune idée de ce que j'ai sorti, j'en ai aucune idée. Mais j'avais une paix intérieure, une légèreté, un truc de mais en fait je suis une survivante de fou. Enfin j'ai traversé l'enfer et le diable et le démon et c'est sorti de moi quoi. Enfin. Et j'ai survécu à ce truc et tout. Mais par contre, heureusement qu'il y avait le chaman qui... Enfin, moi, toute seule, j'aurais jamais assumé ce truc-là. Heureusement qu'il y avait le chaman, heureusement qu'il y avait tous les chants pour m'accompagner là-dedans, heureusement qu'il y avait les instruments de musique pour m'accompagner dans ce truc-là. Heureusement, parce que seule, mais jamais j'aurais assumé ça. Donc, vraiment, l'appui du chaman a été déterminant pour moi à ce moment-là. Et donc, là, pour le coup, sentiment de joie, mais intense... mais une joie, une renaissance, une espèce de libération de tout, quoi. Tout. Mais par contre, c'était horrible. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas.
Ah, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que, effectivement, si ça t'a libéré d'un poids, alors l'expérience sur le moment est horrible, mais est-ce que maintenant, après, tu sens qu'il y a une vraie différence entre avant cette expérience et après cette expérience? Bah, je pense que ça m'a mis du temps. Et ça, c'est ce que le chaman m'avait dit au débrief de la 3e cérémonie. Il m'avait dit que, en fait, les plus gros changements qui allaient se faire, que j'allais pas ressentir les changements là, maintenant, dans l'immédiat. Okay. C'est pas magique non plus, quoi. Ouais, mais que ça allait vraiment être sur plusieurs mois, que j'allais petit à petit intégrer les bénéfices de cette expérience. Okay. Mais c'est pas une semaine après, pump it up et tout. Non, en fait, je suis ressortie de cette retraite, j'ai repris le cours de ma vie normal, quoi. Genre vraiment. Donc t'es retournée en France direct ou comment? Non, j'avais encore 1 mois et demi de voyage après ça. Ok. Donc vraiment, à la fin, je reprends mon sac à dos, je repars à l'aventure et tout, tu vois. Et c'est vrai que finalement, cette expérience, je l'ai un peu mise de côté, je pense. Mais j'en ai pas ressenti les bienfaits du tout durant les premiers moments, du tout. Okay. Pour moi, c'était... Enfin, je pense que j'étais encore dans ce truc de... C'était horrible et ça m'a rien apporté et ça n'a pas marché. Je suis restée dans ce truc-là pendant super longtemps, l'air de rien. Et c'est justement, genre... Là, on est 3-4 mois après, que je réalise que toutes les sensations corporelles liées à mes traumas sont pratiquement plus du tout là et plus du tout présentes. Wow. Ça m'arrive plus de me lever le matin avec le cœur qui bat à fond et d'être paralysée par mes anxiétés. J'ai plus eu ça depuis cette expérience-là, tu vois. Wow. Mais ça prend vachement de temps avant de constater réellement les choses. Et c'est pareil. Il m'avait dit que mon cœur était très sombre, qu'il fallait que j'apprenne à réaimer le truc et tout. Et là, je réalise à quel point je suis dégoulinante d'amour de tous les côtés. J'ai l'impression d'avoir énormément d'amour pour tout partout. Genre là, je dégouline d'amour tout le temps. Et genre... Enfin... Mais tu vois, ça prend tellement... Ça a mis plusieurs mois avant de constater que... il y a vraiment un truc dans l'amour, quoi, qui s'est débloqué. Il y a vraiment un truc de mes traumas où corporellement j'étais tout le temps pas bien, tout le temps tendue, tout le temps serrée. Tout ça, c'est parti, ça a évacué. Mais c'est vrai que je pense que les 2 premiers mois après ayahuasca, j'étais toujours dans ce truc d'effondrement où je continuais à avoir des expériences très désagréables enfin il y a eu plein d'événements très douloureux, chaotiques, effondrements et tout pendant les 2 mois après cette expérience, un peu comme quand tu portes la poisse, tu vois. J'ai vraiment eu ce truc de je porte la poisse pendant 2 mois. Genre, on m'a volé ma thune, on m'a volé mon téléphone, il s'est passé plein de galères, genre que des galères. Et là aussi, j'ai jamais connu un voyage où il m'arrive autant de galères après ça, tu vois. Donc vraiment, j'avais l'impression que je portais la poisse. Et à un moment, je sais pas pourquoi, ça s'est débloqué. Et là, c'était que amour, ouais, genre que des choses positives, quoi. Ouais. Et ça, c'est à partir du moment où t'es rentrée? Je pense, ouais, quand je suis rentrée en France. Bah oui, parce qu'en fait, au final, j'étais toujours dans mon voyage. Et c'est que quand tu rentres en France que du coup, tu reviens à ta vie. Oui. À ton quotidien, à ta routine, tu retrouves les mêmes gens, etc. Et je pense que c'est là où j'ai réellement senti la différence de l'avant-après. Parce qu'il y a que quand tu retournes dans ta routine, avec les mêmes personnes, avec mon psychiatre, avec ci, avec ça, que là, du coup, tu commences à pouvoir faire la différence et à sentir ce qui a changé réellement dans ton quotidien et dans ta vie de tous les jours. Et en fait, là, on est 3-4 mois après, tu dis que tu as commencé à remarquer des choses, mais peut-être que, justement, sur 1 an, tu vas encore remarquer d'autres choses et tu es encore en chemin, quoi. Mais oui, parce que là, en fait, au final, l'air de rien, ça reste encore très récent. C'est 3-4 mois et le chaman, il m'a dit que c'était sur du long terme que j'allais pouvoir voir les effets. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, quand le chaman, il m'a dit ça à la fin de la 3e cérémonie, je me souviens que j'étais pas convaincue du tout, hein. J'étais là en mode, en fait, ça a servi à rien. C'était juste un truc horrible et c'est tout. Mais ouais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ce truc de la monstrueuse, d'être hyper torturée, écorchée vive, de se dire, bon, j'ai testé plein de trucs en psychiatrie, et fallait un truc radical, tu vois, vraiment. Et en passer par quelque chose
d'horrible, mais si derrière ça t'apporte mieux. Mais et puis c'est aussi ce même truc de finalement le chaos me correspond plutôt bien et j'ai pas trouvé ça si enfin franchement oui c'était l'une des expériences les plus douloureuses et horribles de ma vie franchement même si j'ai quand même eu pire mais bon ça fait top 10 des trucs horribles que j'ai eu dans ma vie mais si c'était à refaire je referais pas vraiment je ne referais pas ah ouais. C'était horrible, c'était affreux, c'était douloureux. Je m'attendais à ce que tu me dises c'était horrible, mais franchement, c'était à refaire. Je referai parce que derrière. Non, tu vois. Je pense que c'est un truc, genre, je l'ai fait une fois dans ma vie, ça me suffit. Je ne le referai pas dans ma vie. et par contre, le chaman aussi, parce qu'il m'a donné quand même quelques conseils pour la suite. Ouais, c'est ça. Et il m'avait dit, là, il y a un travail qui a été fait. Bon, alors ça aussi, on n'y croit pas, chacune à ses trucs, mais il m'a dit que durant cette cérémonie, qu'il avait posé une protection sur moi. Donc c'est quand même cool de se dire qu'on a un chaman qui a posé une protection sur soi. Et quand même, il m'avait dit que à partir de maintenant, qu'il fallait que je prenne les bonnes décisions dans ma vie. Et que ça allait être quand même qu'il fallait continuer à porter une vigilance particulière au choix de vie que j'allais faire dans le futur. Okay. Histoire de pas retomber dans les trucs dans lesquels j'étais avant. En mode, écoute, t'es arrivé là, c'était tout cassé de partout. Enfin, non, pas comme ça, mais tu vois, tous les chakras bloqués, toutes les énergies bloquées, la mémoire traumatique corporelle et tout. J'avais un backup très lourd. Maintenant, tout ça s'est libéré, c'est débloqué. Le but du jeu, c'est de pas reproduire ce qui s'est produit par la suite, tu vois. Donc, je trouve que c'est quand même cool de pas être dans ce truc de « Ah bah c'est bon, maintenant, je suis protégée, plus rien ne peut m'arriver, nanana. » Non, le chaman, il est quand même là en train de te dire va falloir toi aussi que tu fasses à partir de maintenant les bons choix et te responsabilises quoi. T'as quand même aussi tout ce qui t'arrive dans la vie n'est pas forcément subi. Il y a aussi une partie des choix. Des choix que tu fais quoi, qui sont déterminants dans toutes les expériences qu'on vit. Okay. Donc très intéressant cette histoire. Ouais, c'est hyper intense et c'est vrai que j'ai l'impression que chaque histoire de gens qui ont testé, qui ont fait cette expérience, est différente en fait. Chacun a sa propre version. Et justement, c'est ça. C'est hyper personnel à chacune. Moi, je n'ai jamais eu d'hallucination d'ayahuasca. Jamais. Je n'ai jamais eu de vision d'ayahuasca. J'ai toujours été très lucide dans ma tête du début jusqu'à la fin. Et t'es OK avec ça maintenant ? Tu l'acceptes que ce soit ton parcours ? C'est pas encore... Ouais, non, j'avoue, je suis quand même un peu déçue. Mais tu vois, dans tous les retours d'ayahuasca des gens qui ont déjà testé, j'ai jamais entendu quelqu'un qui te raconte une histoire de spasme et de convulsions comme ce que moi j'ai vécu. Donc c'est vrai que quand le chaman m'avait dit la plante se traduit vraiment très personnel à toi, ce dont tu as besoin, je pense qu'en effet c'était très propre à moi et personnel à moi, et ça c'est une expérience qui est très propre à moi et personnelle à moi, et quelqu'un qui prendra de l'ayahuasca aura une expérience totalement différente de ce que je te décris là, tu vois. Okay. Donc le message c'est si vous voulez vraiment le faire, renseignez-vous très bien avant. Prenez toutes les dispositions, le faire dans les bonnes conditions. Moi, j'aurais tendance à pas le conseiller, mais bon, voilà. En même temps, je l'ai fait, donc je suis mal placée pour ça. Mais ouais, de le faire très sérieusement et dans des conditions qui soient vraiment bien réunies là-dessus, hyper important. Et ouais, non. Enfin, je pense que c'est vraiment l'encadrement plus, et de toujours garder en tête qu'il y a des dérives au Pérou beaucoup et que ça reste un business. Donc, faut faire très, très attention. Ok. Bon, très intéressant. J'espère que vous avez noté. Si ça vous dit de le tenter, c'est vrai que moi, ça m'a pas trop tenté. J'étais pas trop tentée déjà avant. Mais je m'attendais justement à ce que tu me dises l'inverse de ouais, c'est horrible, mais par contre, après, non. Et en fait,
Tu as la... bon. Si on peut éviter de passer par des expériences aussi extrêmes pour trouver la paix intérieure, c'est quand même... Peut-être d'autres techniques. Il y a peut-être d'autres alternatives qui peuvent marcher de façon beaucoup plus douce. Ouais. Moi, j'ai fait ça parce que les trucs extrêmes, c'est ce qui m'attire et c'est ce qui me convient et ce qui me... Voilà. Mais on n'est pas obligé de vivre une telle souffrance pour trouver la paix à l'intérieur de soi. Fort heureusement, il y a d'autres trucs, quoi. Et si vous, auditrices, souhaitez voir en images tout ce parcours-là, vous pouvez aller donc sur le compte, c'est Voyageuse au naturel. Voyageuse au naturel sur Instagram et TikTok. Et TikTok aussi. Et vous avez plein de vidéos. Toutes les vidéos des débriefs du chaman, de tout ce qui s'est passé en Amazonie. Là, j'ai publié ma première cérémonie. D'accord, ok. C'est ça que j'ai vu. Donc, ouais. Et donc du coup, y avoir la suite. Ouais. Bon, bah super. Merci beaucoup, Abigail. Dernière question quand même, qui est la question classique du podcast. Vas-y. Que tu connais maintenant. Le podcast s'appelle De Vraie Vie. Donc le but est de montrer qu'il n'y a pas un seul chemin de vie. C'est quoi pour toi ta définition de la vraie vie? Oh mon Dieu, mais... Pour moi, la définition de la vraie vie, je ne saurais pas répondre à cette question parce que j'ai toujours eu cet idéal de la vraie vie avec les vrais gens. C'est les gens qui ont une routine, un travail, qui sont adultes. Moi, je me considère toujours pas comme une adulte à 27 ans, pour te dire. Et pour moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais en train de... Enfin, que finalement, la vie que j'étais en train de vivre ne m'a jamais correspondu. C'est français de dire ça? J'ai un doute, mais je trouve pas. C'est correspondu, si. Ouais, peut-être. Et moi, je sais que c'est que dans les expériences très intenses, où j'ai des émotions fortes, où j'ai réellement l'impression que je suis dans la vraie vie, soit dans des trucs d'amour énorme, soit dans des trucs, voilà. Mais je me demande si c'est pas lié aussi un peu à mon trouble borderline, de se dire la vraie vie, c'est quand je ressens des trucs très intensément. Et finalement, la fausse vie, c'est quand c'est très plat et c'est là où j'ai tendance à sombrer dans des états dépressifs quand il n'y a plus de sens, plus de but et j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de ressentir ça, ouais. Ok, très intéressant. Cette question, à chaque fois, j'ai une définition, une approche différente, donc j'adore la poser. Super, et encore merci. Donc où est-ce qu'on te retrouve? On l'a dit, Voyageuse au naturel sur les réseaux. Est-ce que tu as aussi ton podcast? Ouais, j'ai mon podcast qui s'appelle Itinéraire bis, où j'interviewe plein de gens avec des parcours inspirants. En ce moment, ça tourne surtout autour de la santé mentale, vu que je suis dans le militantisme de la santé mentale, et que moi, je me suis toujours beaucoup intéressée aux chemins de vie et à leur déviation. C'est pour ça, Itinéraire bis. Super, parfait. Encore merci, Abigail. Merci, Anastasia. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Abigail. C'était le dernier épisode de cette saison 4. Je reviens très bientôt avec de prochains épisodes. En attendant, comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à me partager vos avis, vos retours, vos idées également pour la suite de ce podcast que je lirai attentivement. En attendant la saison 5, je vous invite à aller écouter tous les épisodes que vous n'avez pas pu écouter faute de temps. On est dans une société où, on n'a pas eu le temps. Et puis sinon, si c'est déjà fait, à réécouter les épisodes, tout simplement. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix, ou tout en même temps, c'est toi qui vois, t'abonner au podcast, me suivre sur Instagram, @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi, donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite.